Salut! Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo un petit peu visite de la ferme. Donc on va un peu aborder tous les sujets. C'est la troisième visite de la ferme en 2 ans. Ça fait 2 ans qu'on est ici. On a fait une visite pour l'année 0, une deuxième visite pour l'année 1 et là donc c'est la troisième visite pour l'année 2. Donc cette visite, ça va être quelque chose d'assez global où on va probablement survoler plein de sujets. Il y a des sujets, je pense que je vous le dirai au cours de cette vidéo, que j'ai déjà fait des vidéos sur tel ou tel sujet. Donc on va essayer de survoler là l'ensemble de la globalité, l'ensemble de la globalité du projet, qui est un projet en fait pour viser l'autonomie. Et puis n'hésitez pas dans les commentaires de la vidéo, s'il y a un sujet que j'évoque, que je survole, que vous voulez vraiment que je développe, n'hésitez pas à me le dire. J'essaierai d'en tenir compte ou pas en fonction quoi. Et puis donc c'est parti pour cette visite, cette fois-ci du terrain de la ferme. Cette visite de la ferme a lieu en novembre 2019. Comme je l'ai déjà dit, il y a déjà eu des visites avant, je vous invite à les avoir déjà regardées parce qu'il y a plein de choses dont je ne vais pas reparler dans cette visite-là, puisque j'en ai déjà parlé dans des visites précédentes. Comme dans l'immense majorité de mes vidéos, on va surtout passer du temps sur la parcelle que vous voyez à l'écran, qui est une parcelle qui fait un peu plus de 3 hectares. Mais on va également évoquer mes 2 autres parcelles que j'ai sur le village. Une qui se situe juste à côté de celle-ci, donc il y a juste une petite route à traverser pour arriver sur un terrain qui fait environ 3500 m² et sur laquelle se situe mon habitation, que l'on voit très rarement parce que j'ai pas forcément envie de vous montrer tous les jours mon lieu de vie. Déjà que je propose pas mal de choses sur internet, j'ai pas forcément envie de vous parler plus que ça de mon jardin privé et de mon habitation, mais on va un petit peu l'évoquer dans cette vidéo aussi. Et puis il y a un autre terrain où je vous ai très peu emmené, on va dire, qui se situe à 5 minutes en vélo de ces 2 parcelles là. C'est une parcelle boisée que je vais vous montrer dans cette vidéo aussi. Lors de cette vidéo, je vais utiliser cette flèche pour vous montrer plein de trucs. Donc on commence par, là en fait se trouve la grange que vous voyez parfois dans mes vidéos, juste à côté d'un château d'eau qui est en fin de vie, en fin de carrière. Et mon habitation se trouve juste en traversant cette petite route, c'est une route vraiment très peu passante. Et donc si on la traverse, on arrive dans mon habitation. Si je fais disparaître les terrains des voisins, voilà exactement à quoi ressemble cette parcelle d'un peu plus de 3 hectares. J'ai également fait disparaître le château d'eau parce que pour le moment je ne suis pas propriétaire du château d'eau. Maintenant, on va voir un petit peu plus en détail ce qui se passe sur ce terrain. Cette vue aérienne est très sympa pour vous montrer tout un tas d'activités qui se passent sur ce terrain. Par contre, il y a une chose que l'on ne voit pas du tout avec cette vue aérienne, c'est le dénivelé. On peut avoir l'impression que le terrain est complètement plat, ce qui n'est pas du tout le cas. Bon bref, ceci étant dit, je vais commencer par vous parler de ce que j'appelle le jardin comestible que voici. Alors là, je l'ai encadré, je l'ai délimité parce que pour pouvoir vous en parler et vous le montrer, que vous compreniez bien. Mais en réalité, dans ce terrain, rien n'est enfermé dans une case. Tout est un peu poreux, il n'y a pas de frontières rigides. Par exemple, il y a des choses qui sont comestibles qui ne figurent pas dans cette parcelle-là. Et il y a des choses dans cette parcelle-là qui ne sont pas comestibles. Mais en gros, pour simplifier, je vais tout mettre dans des cases pour vous en parler simplement. Donc dans ce jardin comestible, il y a énormément d'arbres fruitiers qui ont été plantés. Donc là, vu du ciel, on voit pas grand chose. En plus, on est en novembre, donc pas mal de feuilles sont tombées. Mais quand on est à ras du sol, on voit tout un tas de petits arbres qui ont été plantés par-ci par-là. De mémoire, j'ai planté des plaques miniers, des nachis, des ginkgo biloba, une grande quantité de pommiers, des poiriers, des pruniers, des cerisiers, des abricotiers, des feijoas, des asiminiers, un figuier. Vraiment la liste est très longue, des cognaciers, enfin vraiment beaucoup, des noyers, des châtaigniers et bien d'autres encore. D'ailleurs, je vous avais fait une vidéo si ça vous intéresse qui s'appelle les arbres, visite du jardin, où je détaille un petit peu certains de ces arbres-là. Dans cette partie comestible, donc l'immense majorité sera consacrée à la production de fruits grâce aux arbres fruitiers, à la forêt comestible. Une bonne partie sera également réservée pour la récolte des plantes sauvages, la cueillette des plantes sauvages. Et une petite partie est consacrée donc au potager et il y a également une serre. Mais ça, je vous ai déjà fait toute une série de vidéos sur le potager de A à Z que je vous invite à regarder si vous voulez savoir ma façon de faire du potager.
Niveau potager, vu que là on est en novembre, c'est assez tranquille. Donc là on est devant une zone remplie de carottes. À côté j'ai une zone remplie d'épinards. À côté un mélange de radis et de choux. J'ai quelques brocolis, enfin pas grand chose, quelques poireaux, quelques radis, ça je l'ai déjà dit si je ne me trompe pas. Voilà, en gros, les récoltes d'hiver. Ah oui, j'ai des capucines qui sont encore très productives. Les capucines, on peut manger les feuillages, c'est très très bon. J'ai des blettes, évidemment. Enfin voilà, en gros, des récoltes d'automne dans le potager qui se préparent doucement doucement pour l'hiver. Dans la serre, ben, j'ai coupé la majorité de mes tomates. Donc là, je vous montre pas le côté plante annuelle, je vous montre plutôt le côté mini jungle comestible. Cette année, on a récolté énormément de raisins. Une vigne qui a été plantée l'année dernière, elle nous a donné une quantité folle de raisins dès la première année. Là, on voit des bananiers, j'ai du ricin. Enfin voilà, pour la mini jungle, elle est en train de pousser gentiment. On y voit plus clair maintenant que j'ai coupé les tomates et que je les ai mises au sol. Là, on a un fuchsia comestible. Je pensais qu'il était mort l'année dernière, il avait disparu totalement en plein hiver, et là, il a repoussé. Donc un fuchsia dont on mange les fruits. Ici, on a un fixateur d'azote, hein, donc un flamboyant, c'est un joli petit arbuste que je vais tailler pour mettre son branchage au sol, pour m'apporter de l'azote au sol. Ça fait des jolies fleurs rouges. Ici, on a le citronnier yuzu qui a bien poussé. Il fait à peu près 1,80 m, enfin la tige longue fait à peu près 1,80 m, donc c'est quand même pas trop mal. Là, un plant de tabac qui lui, bah, lui il est énorme, le plant de tabac il fait 2,50 m, il touche le haut de la serre elle monte jusqu'à 2,50 m. Donc ben, moi j'ai arrêté de fumer, il va peut-être falloir que je recommence à fumer pour pouvoir consommer toute cette feuille de tabac. Ou alors pas du tout, enfin je vais voir. Un autre citronnier yuzu qui pareil a très très bien poussé. Voilà, je profite de vous faire un petit tour en hiver pendant que ben, les tomates ne sont pas là, sinon on voit rien du tout. Un jeune bananier qui a eu froid cet hiver et qui repousse. Ici une deuxième vigne qui a bien poussé cette année, mais qui n'a pas produit de raisin, donc je pense qu'elle, elle produira du raisin l'année prochaine. De l'autre côté, j'ai une verveine qui doit faire pareil 1,60 m de hauteur. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Un autre petit plant de tabac. Alors, les plants de tabac, en plus, ça m'a fait des fleurs très jolies et ça fait des milliers de graines. Non. Donc, je vais voir s'il se ressème ou pas. D'autres bananiers. Alors, lui, c'est un bananier qu'on voit là, il est en train de bien s'installer. C'est le Moussad d'Adjao, un bananier qui fait des fruits, des très bons fruits comestibles. Je pense qu'il va installer une bonne masse racinaire dans la serre et j'espère que d'ici 1 an ou 2, il me lancera des tiges avec des fleurs et des bananes. Bon ben ça c'est l'espoir, on verra bien. En tout cas c'est lui qui résiste le mieux au froid. Voilà en gros pour la partie du jardin que l'on appelle le jardin comestible. Vous avez peut-être remarqué depuis tout à l'heure cette espèce de cercle au centre du terrain. En fait, ce cercle, c'est un endroit qui est clôturé pour que la jument et les ânesses ne puissent pas rentrer. Les humains ne rentrent quasiment jamais à l'intérieur non plus. Enfin, j'y vais quasiment jamais à l'intérieur. L'idée de ce cercle, c'est juste de balancer des noyaux, de balancer des glands, des châtaignes, des fruits, des semences d'arbres en quantité pour qu'il y ait une forêt qui pousse là-dedans. Une forêt, une mini-forêt, un bois, disons. Avec une immense quantité d'arbres fruitiers. Et voilà, en gros, c'est ça l'idée de ce cercle. C'est une zone pas vraiment sauvage parce qu'on y met des noyaux, mais presque sauvage dans le sens où on intervient, ben, on rentre jamais quoi. Il y a une autre petite zone qui est traitée de la même façon que vous voyez ici. Je vais pas vous faire un topo complet sur le design du jardin. Probablement que j'en ferai une vidéo pour expliquer le pourquoi du comment, pourquoi chaque chose est placée là où elle est placée. Il y a une raison à chaque position, mais je ne vais pas forcément en parler dans cette vidéo-ci. Ici, collé à la serre, nous avons le pondoir dortoir, là où les poules en fait pondent et là où les poules passent la nuit dans un endroit sécurisé où elles ne peuvent pas se faire attaquer par les renards, par les fouines, par les martres, par tous les animaux sauvages qui ont envie de les manger la nuit. Pareil pour les canards, ils sont en totale liberté dans la prairie, eux aussi comme les poules, mais le soir, ils rentrent dans dans un petit dortoir qui est sécurisé. Et ce que j'ai également fait, c'est que là, il y a une espèce de parcours, un parcours sécurisé, un petit peu sécurisé, dans lequel il y a encore beaucoup d'arbres fruitiers. De toute façon, des arbres fruitiers, j'en mets partout, même en dehors des zones comestibles. Parce que les poules, en fait, c'est un animal qui aime bien vivre sous les arbres. Et en fait, cette clôture-là, elle me sert pour l'hiver. C'est-à-dire qu'en hiver, les femelles renardes, soit elles sont pleines, soit elles ont des petits. Elles sont vraiment plus... elles attaquent la journée.
Et donc mes poules en hiver, je vais les maintenir dans cet enclos-ci pour qu'elles n'aillent pas en fait dans les bois là-bas, parce que dans les bois qui se trouvent ici en hiver, c'est vraiment dangereux la journée. Je dis pas que l'enclos est complètement sécurisé, je peux également avoir des attaques, mais ça limite un petit peu le nombre de pertes que je peux avoir. Voilà, grâce à cette petite enclos qui me sert uniquement en fin d'hiver. Pour protéger mon troupeau de poules, j'ai également les ânesses. Les ânesses, en fait, ça chasse un tout petit peu les renards. Moi, je les ai déjà vus aussi courser des chiens, elles attaquent. Sinon, concernant mon canard, vous vous rappelez, j'ai un jeune canard poule qui se prend pour une poule, qui va jamais se baigner dans les mares et qui passe sa journée à suivre les poules. J'ai essayé de lui mettre une femelle, en fait, donc je l'ai capturé, je l'ai enfermé avec une femelle canne coureuse indienne pendant une semaine pour qu'ils s'habituent l'un à l'autre et qu'ils aient vraiment leurs habitudes ensemble. Et puis au bout d'une semaine, je les ai donc relâchés dans la prairie, dans la liberté. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que le jeune mâle, est retourné directement suivre ses poules et que la femelle, en fait, a rejoint le deuxième troupeau de canards coureurs indiens. Ce qui fait que dans les temps, j'ai un mâle coureur avec deux femelles et que dans la prairie avec les poules, j'ai un autre mâle coureur indien. Donc pour l'instant, c'est un petit échec. Enfin, c'est rien de grave, hein. Et puis en plus, c'est difficile de trouver des femelles coureurs indiens. Tout le monde a des mâles, mais très très peu de femelles. Concernant mes équidés, donc j'ai une jument et deux ânesses. Le but de ce terrain est de tendre vers l'autonomie, d'être le plus autonome possible, donc j'essaye d'être autonome également pour l'alimentation de ces trois équidés et je n'ai pas envie d'être obligé de faire venir du foin en permanence pour les nourrir. Donc ma stratégie, j'ai plein de stratégies différentes, mais notamment séparer la clôture. Donc là j'ai une première partie de la prairie dans laquelle elles peuvent aller régulièrement. L'idée, c'est que dans toutes les clôtures, en fait, je plante des arbres fourragers pour pouvoir les nourrir. Et ça, c'est donc la première partie. Voici donc là maintenant la deuxième clôture, là où elles sont actuellement. On ne s'en rend pas vraiment compte avec la perspective et les pentes du terrain, mais la deuxième partie est beaucoup plus grande que la première. Pour vous faire une idée de la taille, voilà, au bout de la flèche, nous avons la jument, ici, c'est un tout petit point noir. Et ces deux petits points ici, ce sont les ânesses. Je vous propose de faire un petit survol pour aller les voir. Ce système de deux clôtures n'est pas trop mal parce que en fait quand elles sont dans une partie de la prairie, l'autre partie peut se régénérer sans être piétinée et broutée en permanence. Donc c'est quand même assez intéressant. Mais ce que je vais probablement faire courant de l'année 2020, c'est une troisième clôture en fait, pour qu'il y ait trois parcelles de prairies différentes. Et ainsi, en fait, si elles passent par exemple 2 mois dans une parcelle, si je fais des rotations, qu'elles se déplacent tous les 2 mois, qu'elles changent de parcelle tous les 2 mois, chaque parcelle a 4 mois pour se régénérer avant que les équidés ne reviennent. Si je les mets 3 mois par parcelle, là du coup chaque parcelle aura 6 mois pour se régénérer avant que les animaux ne reviennent. Donc je vais probablement faire une troisième prairie courant de l'année 2020. Ce que j'essaye de faire, bon là la forme que je vous présente c'est une forme vraiment au pif, disons que ça sera peut-être pas ça du tout, mais en tout cas ce qui est sûr c'est que je vais faire en sorte que ces trois prairies puissent se connecter à leur cabane, parce que je n'ai qu'une seule cabane pour mes équidés, et je veux qu'en fait chaque prairie puisse se connecter à la cabane, comme ça moi quand je veux les changer de prairie j'ai juste un petit portail à déplacer et elles ont accès à chacune de ces prairies.
Sur cette image, j'ai fait ressortir en bleu toutes les mares présentes sur ce terrain. Donc elles ont tout un intérêt pour la biodiversité, etc., etc. Tout un tas de végétaux, d'animaux qui sont arrivés spontanément depuis que ces mares sont présentes. Et la nouveauté par rapport à l'année précédente, c'est la dernière visite, quoi. C'est donc là, ce petit étang que l'on a creusé il y a à peu près un an, qu'on a empoissonné. Donc il y a tout un tas de poissons à l'intérieur de cet étang. Donc cet étang, il nourrit des hérons, il nourrit des martins pêcheurs, mais il nous a également nourri nous. On a pêché quelques truites, donc voilà, il y a tout un tas de poissons. Pareil, j'ai fait une vidéo déjà sur la pisciculture que je vous invite à regarder pour en savoir plus sur cet étang. Concernant la grange elle-même, alors premièrement, on peut déjà citer le fait qu'elle produise de l'énergie. On a réussi à récupérer des vieux panneaux d'occasion, des batteries d'occasion. Enfin, je vous ai fait une vidéo sur le sujet de l'énergie que l'on produit au niveau de cette grange. Je vous invite à voir cette vidéo pour en savoir plus. On a également fait avec des amis qui sont venus nous aider, on a refait des joints à la chaux autour des murs en pierre, on consolide, on restaure en fait cette grange. Et puis je pense que la grande nouveauté, c'est une nouvelle pièce qui est quasiment utilisable, quasiment terminée, enfin si on compte pas les finitions. Nous sommes assez contents du résultat. Voici en gros à quoi ressemblait l'intérieur de notre grange quand on a débarqué. Moi j'aime bien me regarder des vieilles photos de temps en temps, ça me fait... c'est même d'ailleurs une petite astuce que je peux vous donner. Si des fois vous trouvez que les travaux n'avancent pas assez vite, ressortez des vieilles photos de comment c'était au début. Et souvent ça donne le moral, donc avant de commencer des chantiers, je vous invite à prendre des photos et vous serez content de les regarder à la fin du chantier. Concernant la petite pièce dont je vous parle, voici à gauche le avant et à droite le maintenant. Certains d'entre vous m'ont demandé à ce que je fasse, que j'explique un petit peu comment cet arbre a été conçu sur ce mur. Alors, en fait, j'ai pas tourné de vidéo sur la conception de cet arbre, parce qu'en fait, des vidéos sur les constructions en terre-paille, j'en ai déjà fait un bon petit paquet, et j'ai pas envie de me répéter, de dire toujours la même chose. Donc là, vite fait, je vous fais un petit, récapitulatif vite fait de comment on peut faire n'importe quoi en fait cet arbre ou autre chose. En gros, quand on fait du torchis, mais je vais vous mettre le lien de la vidéo sur le torchis facile, un lien en haut à droite de l'écran là, et comme ça, vous voyez comment on fait du torchis. Mais une fois qu'on sait faire du torchis, en fait, c'est comme de la pâte à modeler. Et donc, avec de la pâte à modeler, on peut faire des bonhommes, des arbres, des petits animaux, tout ce qu'on veut. Et une fois qu'on a fait ce qu'on veut en torchis, eh ben, on le colle au mur, et voilà, c'est fini en gros. Allez, une petite astuce supplémentaire si on veut vraiment être sûr que ce soit très résistant et si ce qu'on colle au mur est un peu lourd, c'est-à-dire on veut coller un truc qui déborde vraiment comme une gargouille, disons, je sais rien, un truc en 3 dimensions un peu lourd, ce qu'on peut faire c'est planter un bâton dans le mur qui sera lui aussi en terre, donc au début la terre sera molle et souple, on enfonce un bâton dans le mur, ainsi ce bâton dépasse et quand on fait notre structure, le bâton maintient la structure, ça évite qu'elle ne tombe pendant que ça sèche. Donc là dans cet arbre, je crois qu'on a mis des petits bâtons par-ci par-là, c'est même pas sûr. Mais par-ci sur certains trucs qu'on fait, des fois je mets des petits bâtons pour être sûr que la structure que l'on colle tienne bien. Mais voilà, pour un arbre comme ça, c'est pas forcément nécessaire, hein. Juste on prend des boudins, on les colle sur le mur, on fait la forme, exactement la forme qu'on veut. Bon, en plus, je pouvais pas vraiment vous faire une vidéo sur cet arbre, puisque c'est même pas moi qui l'ai conçu, j'ai juste de la chance d'avoir des amis qui ont du talent. Et en parlant d'arbres, voici donc le terrain que je vous disais tout à l'heure qui est à 5 minutes en vélo de l'autre parcelle. Et donc c'est un terrain qui fait environ 3500 mètres. Voici la forme approximative, hein. Ce n'est pas c'est de mémoire que je vous dis ça. Et ça me fait penser que je suis en train de vous préparer une vidéo, je sais pas quand elle sortira, hein, sur l'autonomie en bois de chauffage. Combien de superficie de bois il faut pour être autonome, pour se chauffer. Donc ça dépend évidemment de la région, de la taille de la maison, etc., etc. Donc je vous prépare une vidéo sur le sujet du bois de chauffage, combien il vous faut de mètres carrés pour être autonome. Si vous aussi d'ailleurs vous êtes autonome en bois de chauffage, je suis intéressé par des commentaires pour savoir combien en fait vous consommez de bois, quelle est la superficie de votre parcelle pour être autonome en bois de chauffage. Mais dans tous les cas, voilà, c'est une vidéo que je prépare et qui arrivera, je pense, probablement début d'année.
Sur cette parcelle, nous pourrions ramasser déjà des quantités de bois mort avant même d'abattre des arbres. Mais là, pour l'instant, l'idée, c'est de laisser la parcelle entièrement à la nature. On le laisse se débrouiller et on essaye de récupérer le bois de chauffage. Et on va essayer de faire pousser des forêts pour du bois de chauffage beaucoup plus proche de la maison pour ne pas être obligé de faire tout ce transport. Par contre, effectivement, ça peut être une réserve de sécurité. Concernant notre habitation, le plus gros chantier pour nous pour l'année 2020, ça va être de restaurer intégralement la toiture parce que pour le moment, on a une toiture qui est approximativement étanche, mais pour notre habitation, approximativement étanche, ce n'est pas suffisant. Donc ça sera le gros chantier pour 2020, c'est refaire l'intégralité de cette toiture. Comme ça, une fois qu'elle sera faite, cette toiture, on pourra isoler, parce que pour l'instant cette maison est une passoire énergétique, donc on pourra isoler. Une fois qu'on aura isolé, on pourra s'attaquer à la façade, la végétaliser, etc. etc. Mais voilà, donc pour nous, voilà, le gros chantier 2020, c'est la toiture de la maison. Donc voilà. Et sinon, je vous dis merci beaucoup d'avoir suivi cette visite de la ferme. Ah oui, voilà ce qu'on voit, c'est un châtaignier. On a de la chance, côté maison, d'avoir pas mal d'arbres fruitiers qui produisent beaucoup. Donc on a beaucoup de châtaignes. Et ce que je disais, c'est merci d'avoir suivi cette vidéo. Je vous dis à la semaine prochaine pour une prochaine vidéo. Et puis, ciao ciao.